Que dit ton horoscope? La danse vous donne du peps. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans Xenius Et bienvenue à Berlin. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une rubrique bien particulière des journaux et des magazines, l'horoscope. Même si on ne le prend pas vraiment au sérieux, ça ne nous empêche pas d'y jeter un œil. Adrien est né sous le signe de la Vierge. Tout roule dans votre vie grâce au coup de pouce que vous donne Mercure. Super. J'espère que c'est vrai. Aujourd'hui, nous allons essayer de percer le mystère de l'horoscope. Nos vies sont-elles vraiment influencées par les astres? Après tout, c'est écrit noir sur blanc. Mercure me donne un coup de pouce. L'astrologie, c'est bien plus que la petite rubrique qu'on trouve dans nos journaux. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent que les étoiles ont une influence sur leur vie. Prenons par exemple le cas des jumeaux astro. Il en existe justement deux qui sont très célèbres. Le naturaliste anglais Charles Darwin et le président américain Abraham Lincoln, l'homme qui abolit l'esclavage. Tous deux sont nés le même jour, ce qui fait d'eux des jumeaux astro. Pour les astrologues, l'horoscope est la photographie instantanée du ciel lors de la naissance d'une personne. Les étoiles généreraient alors une énergie cosmique capable de marquer la personnalité et le parcours du nouveau-né. Les astrologues établissent des parallèles entre Darwin et Lincoln. Dès l'enfance, tous deux aiment se réfugier dans d'autres mondes. Pour Darwin, c'est la flore. Pour Lincoln, la connaissance qu'il puise dans ses livres. Tous deux perdent leur mère à l'âge de 8 ans. Et tous deux partent naviguer la même année. Lincoln remonte le Mississippi, Darwin entame son tour du monde. Ces points communs ne seraient-ils que des coïncidences? Vanessa et Veronica sont elles aussi des jumelles astrales. Elles sont nées à seulement une demi-heure d'écart, le 6 novembre 1990. Après le bac, j'ai fait une année de volontariat en Pologne dans une école de Varsovie, où j'ai donné des cours d'allemand. Vanessa a travaillé pour la même organisation. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais à quel point se ressemblent-elles? Veronica aime la lecture, tandis que Vanessa est plus sportive. En revanche, la justice leur tient beaucoup à cœur, à l'une comme à l'autre. Heidi Trayer, astrologue à Cologne, met leur gémellité astrale à l'épreuve. Elle établit leurs thèmes respectifs. Sont-ils vraiment identiques? Ces deux personnes sont nées le même jour, à quelques minutes d'écart, mais à des endroits différents. Normalement, il suffit d'une demi-heure de différence chez deux personnes nées au même endroit pour que cela décale les concordances. Mais là, les différences d'heure et de lieu se compensent presque parfaitement, ce qui provoque un rapprochement. Un thème astral se construit de manière complexe. Dans le cercle extérieur se trouvent les différents signes du zodiaque. Dans le cercle intérieur, les planètes sont placées telles qu'elles le sont dans le ciel au moment de la naissance. Les planètes sont des aspects de l'être, des moyens d'expression pour notre personnalité. Chaque sphère de vie se positionne dans ce qu'on appelle une maison. Par exemple, le couple, la profession, l'amitié et l'argent. Les maisons se décalent en fonction de l'heure et du lieu de naissance. Et chez Veronica et Vanessa? Leurs horoscopes sont quasiment identiques. Il n'y a que très peu de différences. En termes d'ascendant et de signe solaire, vous vous trouvez en Scorpion. Chez le Scorpion, comme chez le Lion, le thème principal est axé sur la psychologie. Vous pouvez par exemple devenir psychologue. Que fais-tu dans la vie? Je suis une formation d'éducateur, mais ensuite, je compte reprendre des études de psychologie. Bien. Devenir éducateur est déjà tourné vers la psychologie. Véronica, tu donnes l'impression d'être plus décontractée dans ta façon d'être. Mais en réalité, tu n'es pas aussi sûre de toi que Vanessa. Vanessa a tendance à attendre un peu plus, mais quand elle a pris sa décision, elle est sûre d'elle. Bilan de l'astrologue, les deux jeunes femmes sont émotives, sincères et visent un métier en rapport avec la psychologie. Mais Veronica suit des études de droit.
Je me suis reconnue dans pas mal d'aspects cités par l'astrologue. Mais j'ai parfois eu le sentiment qu'elle arrangeait un peu les choses à sa sauce. Peut-être que je me serais tout autant reconnue dans le thème d'une personne née sous le signe du poisson. Moi, c'est presque effrayant tellement ça me correspond. Surtout en ce qui concerne le choix de carrière et la timidité. Je me suis vraiment reconnue dans ce portrait. Avec tout ce qu'elle a dit, ça donne envie d'y croire au moins un peu. Le psychologue Martin Kersting va à son tour se pencher sur les points communs des deux jeunes femmes, cette fois avec un regard scientifique. Au programme, un test de personnalité standardisé sous la forme de 40 questions réparties en 5 grandes catégories. Résultat, il y a effectivement des ressemblances, mais également des divergences majeures. Si on se penche un peu sur les différences entre ces deux jeunes femmes, on remarque que Vanessa a tendance à se décrire comme plus introvertie que Veronica. Veronica, elle, s'estime plus agréable que Vanessa. Cet écart se vérifie en termes de statistiques. En clair, Vanessa et Veronica ne se ressemblent pas plus que la moyenne, malgré leur date de naissance commune. Et il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Dans le cadre d'une étude psychologique à grande échelle, 2000 couples de jumeaux astro ont été observés. Entre eux, il n'y avait pas plus de ressemblance qu'entre n'importe quelles autres personnes dans le monde. Et aujourd'hui dans Xenius, nous avons décidé d'aller regarder d'un peu plus près les planètes qui se cachent derrière nos signes astrologiques. Et pour ça, nous allons nous rendre dans le plus ancien observatoire d'Allemagne, à Berlin. L'observatoire d'Archenhold a été fondé en 1896 et nous avons rendez-vous avec son directeur, Felix Lüning. Je vais éteindre la lumière. Où se trouve le Verseau, à peu près? Le Verseau n'est pas facile à trouver. Il est plus facile de chercher la constellation du Lion. Certains astronomes disent qu'elle ressemble à un fer à repasser. Au fait, de quel signe êtes-vous? Capricorne. Capricorne, attendez. Dans votre horoscope, ils disent « Allez-y doucement sur les... » Sup. En tant que scientifique, vous y croyez? Je prends l'astrologie avec humour. Comme je suis scientifique, ça ne veut pas dire grand-chose à mes yeux. Les astronomes, eux, passent leur temps à faire des mesures, des observations, des calculs, des choses bien ennuyeuses en somme. Et à partir de là, nous tirons des conclusions. Nous ne prétendons pas être capables d'interpréter le destin des gens. Ce n'est pas possible. Et pourtant, on dit bien que vous êtes Capricorne et qu'Adrienne est Vierge. Pourquoi ces constellations sont-elles appelées ainsi? Autrefois, les gens vivaient dans un imaginaire très différent. Les légendes, les mythes, les croyances étaient beaucoup plus solidement ancrées dans la conscience. Les symboles avaient beaucoup plus de poids. Et cette symbolique qu'on trouvait sur Terre était également projetée sur le ciel. Le firmament reflétait aussi ce qui se passait sur Terre. Le principe de correspondance entre le haut et le bas jouait un rôle très important. Mais la constellation de la Vierge ressemble-t-elle vraiment à une Vierge? Avec un peu d'imagination, oui. Vous avez dit que le lion ressemblait à un fer à repasser. On peut aussi y voir un rat, parce qu'il a une silhouette en pointe. Mais normalement, c'est censé être un lion. En tout cas, je me demande quelle qualité on peut avoir quand on est né sous le signe du fer à repasser. Peut-être qu'on est un roi de la glisse? Voilà précisément ce que fait l'astrologie. Elle attribue des traits de caractère à des planètes précises. Une tradition héritée en partie de l'Antiquité. Il y a 3000 ans, en Mésopotamie, les hommes observaient déjà le ciel.
Le premier travail d'astrologie connu remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ. Des présages inscrits sur 70 tablettes d'argile. Les Babyloniens consignent par écrit leurs observations des astres et les événements qui se produisent en même temps sur Terre. Lorsque ceux-ci se répètent, ils deviennent des règles. Mais les Babyloniens ne peuvent déterminer la position exacte des planètes. Jupiter se trouve-t-elle au bout de la constellation du Cancer ou au début de celle des Gémeaux? Ils divisent donc la trajectoire du Soleil en 12 sections égales de 30 degrés et les baptisent selon les constellations. Voilà comment naissent les signes du zodiaque au 5e siècle avant Jésus-Christ. De cette époque datent aussi les premiers thèmes astraux, exclusivement réservés aux rois. La Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Aristote associe les signes du zodiaque aux 4 éléments. Le bélier, le lion et le sagittaire sont des signes de feu au tempérament ardent. Le taureau, la vierge et le capricorne, des signes de terre, pragmatiques. Gémeaux, balance et verseau sont des signes d'air, inconstants. Quant au cancer, au scorpion et au poisson, Aristote les qualifie de signes d'eau, champions de l'adaptation. 2e siècle avant Jésus-Christ, à Rome. Les planètes reçoivent leur nom définitif, Vénus, Mercure, Mars ou encore Jupiter. L'horoscope est désormais accessible aux citoyens. Ils sont nombreux à porter sur eux des feuilles de papyrus sur lesquelles sont inscrites les heures les plus favorables du jour, selon les astres. C'est à cette époque que les astrologues commencent à gagner de l'argent. 2e siècle après Jésus-Christ, à Alexandrie. Claude Ptolémée signe un ouvrage qui va marquer l'astrologie pour les millénaires à venir, le Tétrabiblos. Il compile les connaissances astrologiques en fonction des différents domaines de la vie, comme la profession, la personnalité ou le couple. Au Moyen-Âge, il devient plus facile de mesurer les positions des planètes, mais leur interprétation, elle, ne change pas. 16e siècle. Nicolas Copernic publie une théorie fracassante: la Terre tournerait autour du Soleil. Kepler, lui, invente le télescope. L'astronomie se distancie de l'astrologie et prend le dessus. Mais l'astrologie n'a pas dit son dernier mot. Au XIXe siècle, elle fait son grand retour dans les cercles ésotériques d'Angleterre et continue à s'appuyer sur les préceptes antiques. Grâce à l'imprimerie, chacun peut désormais acheter son horoscope. Une société d'édition anglaise imprime le premier thème astral pour une bouchée de pain. Au milieu du XXe siècle, le commerce de l'astrologie explose avec les thèmes astro personnalisés, toujours basés sur les travaux de Ptolémée. Aujourd'hui, les astrologues continuent à gagner leur vie en réalisant des horoscopes, comme c'était déjà le cas dans l'Antiquité, il y a maintenant plus de 2000 ans. Et maintenant, un petit plongeon dans l'histoire nous attend. Ici, à l'Observatoire de Berlin, nous allons pouvoir jeter un œil dans le passé de nos signes astrologiques. Monsieur Lüning, que dit cet instrument au sujet de mon signe? Tournez un peu et vous verrez ce qui se passe. Je tourne la manivelle. Il s'agit d'un tellurium qui montre la rotation de la Terre autour du Soleil. Depuis la Terre, on peut également voir dans quel signe le Soleil se trouve actuellement. Ça veut dire qu'il est important de savoir quel signe est représenté en ce moment même. Là, c'est la Terre, on regarde en direction du Soleil, et ce qu'il y a derrière indique le signe. En tout cas, c'était comme ça que les signes astrologiques et les constellations étaient recoupés durant l'Antiquité. Quand on disait « tu es né sous le signe du Verseau », ça voulait dire que le Soleil se trouvait dans la constellation du Verseau. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Quand on dit que quelqu'un est né sous le signe du Verseau, en réalité, le Soleil se trouve dans la constellation du Capricorne. Ce phénomène est dû à un effet de mécanique céleste assez étrange qu'on appelle le mouvement de précession. Il est provoqué par le changement d'orientation de l'axe de rotation de la Terre. Du point de vue de la physique, c'est comme une grosse toupie dont l'axe dévie.
L'axe terrestre n'est donc pas fixe dans l'espace, mais sur un long laps de temps, 28 000 ans pour être précis, il décrit un mouvement d'oscillation complet. Ça veut dire que dans 27 800 ans, les constellations et les signes zodiacaux vont à nouveau correspondre? Exactement. Ça veut dire également que du point de vue de l'astronomie, les gens qui sont nés sous le signe du Verseau sont en réalité Capricorne. Donc je ne suis pas Verseau. Et non, Comment ça? vous n'êtes pas Verseau, ça veut dire que tout le système des signes astrologiques n'est rien de plus qu'une construction intellectuelle. Les astrologues le savent très bien. Même s'ils reconnaissent que cette correspondance était un hasard il y a 2000 ans, ils continuent à effectuer les calculs avec le système antique, parce que pour eux, c'est cohérent. Bon, même si nos signes astrologiques ne correspondent plus aux constellations, ça ne remet pas en cause la popularité des théories astrologiques. En France, 1 personne sur 3 lit son horoscope. Et en Allemagne, les 3/4 des gens y jettent un œil de temps en temps. Mais pourquoi sommes-nous donc si nombreux à y croire? Chaque jour, notre horoscope nous prévoit tout un programme. Mais au fait, ces prédictions sont-elles vraiment prises au sérieux? Oui. Jamais. Je les lis de temps en temps, mais j'y crois plus ou moins. Je ne crois pas que les constellations aient un impact sur le déroulement de ma vie. Oui, peut-être que j'y crois, oui, finalement. Les gens du même signe ont souvent le même caractère. Martin Kersting est expert en recherche sur la personnalité. Ce psychologue le sait, le succès des horoscopes repose sur des mécanismes simples, mais efficaces. Nous avons tendance à considérer que des affirmations générales et évasives, formulées de manière positive, peuvent décrire nos personnalités individuelles avec exactitude. Par exemple, dans ce journal, il est écrit « Vous avez toujours été une personne généreuse ». C'est quelque chose que tout le monde aime entendre. Et on ne peut pas prouver que cette affirmation est réelle ou pas. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Plus fort encore que l'horoscope des journaux, les thèmes individuels établis selon une date de naissance précise et que l'on peut commander par exemple sur Internet. Pour établir un horoscope personnalisé, on part d'informations très personnelles, à savoir la date et le lieu de naissance. Après, on a tendance à interpréter tout ce qui en découle comme un diagnostic individuel. L'un des aspects importants, c'est évidemment que dans les horoscopes personnalisés, on a toute une série de chiffres au début, ce qui rend la chose très complexe. L'ensemble donne ainsi l'impression d'une science qui possède une tradition millénaire. Et cette dimension pseudo-scientifique a un côté rassurant et convaincant. Sommes-nous vraiment si crédules? Xenius a fait le test. Ces 5 femmes reçoivent toutes leur horoscope personnalisé. Du moins, c'est ce qu'elles croient. Ce qu'elles ignorent, c'est que le texte est le même pour chacune. Nous n'avons établi de véritable horoscope que pour l'une d'entre elles. L'expérience est supervisée par le psychologue. Il estime que l'horoscope a toutes les chances de convaincre. L'horoscope est très impressionnant parce qu'il contient bon nombre d'énoncés Barnum et de flatteries. On peut donc s'attendre à ce que beaucoup de gens aient l'impression qu'il décrit leur personnalité avec précision. L'horoscope a été trouvé sur Internet. 25 pages pour 50 €. Nos volontaires doivent surligner toutes les phrases dans lesquelles elles se retrouvent. Il y a plusieurs points où je peux dire que oui, cela me correspond parfaitement. Je trouve qu'il y a certaines correspondances, et même beaucoup, ainsi que quelques points négatifs qui sont détaillés. Le côté extraverti et parfois introverti, ça me correspond pas mal. Je me suis reconnue dans 2 ou 3 points, mais à part ça, pas du tout. Et pourtant, c'est pour elles que cet horoscope a été écrit. Nous reposons la question à l'envers cette fois. Qu'est-ce qui ne leur correspond pas? Je ne me souviens pas très bien. Rien, en fait. Oh mon Dieu. Ça, c'est une bonne question. Il y a notamment le fait que
Désolée, il faut que je réfléchisse. Il s'agit de mécanismes très connus en psychologie. Nous avons tendance à sélectionner les informations qui confirment nos attentes. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et ce sont les seules informations que nous retiendrons par la suite. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une forme de mémoire sélective. Des mécanismes qui dévoilent toutes leurs dimensions lorsque nous révélons la supercherie aux 5 volontaires. Je n'arrive pas à croire que tout concorde aussi bien et que ce soit des mensonges. J'ai du mal à l'accepter. Je continue quand même à y croire. Pourquoi cette croyance en les astres fonctionne-t-elle aussi bien? Depuis des années, Gustav Adolf Schoener effectue des recherches sur cette fascination qu'exerce l'astrologie. Les gens croient en l'astrologie parce que, comme les religions, elle apporte des réponses à des questions auxquelles ne peuvent répondre les sciences naturelles, ou les sciences en général. Ces dernières ne peuvent répondre à des questions telles que « Pourquoi vivons-nous » et « Pourquoi mourrons-nous » Elles peuvent décrire un processus, mais cela s'arrête là. Les religions, en revanche, peuvent apporter des réponses, de même que l'astrologie. Les anciens Grecs associaient déjà les dieux et les astres, par exemple Jupiter, Saturne ou Vénus. Gustav Adolf Schoener reconnaît dans l'astrologie certains principes propres à la religion. On ne peut pas comparer directement l'astrologie et la religion. En revanche, l'astrologie nécessite une certaine croyance. Elle suppose qu'il existe dans l'univers et dans la nature des forces spirituelles et divines qui sont liées entre elles. Que les gens croient en la puissance de Dieu ou en celle des étoiles, la conclusion est la même. Scientifiquement parlant, rien ne peut prouver leur existence. Derrière nous, le télescope géant est de sortie et on est impatient de découvrir ce que nous allons voir dedans. En attendant qu'il soit en place, nous avons encore une petite histoire à vous raconter. Une étude très particulière a été menée en France sur l'astrologie. Michel Gauquelin, un psychologue, a prétendu dans les années 50 que les plus grands sportifs étaient nés sous l'influence de Mars. C'est ce qu'il a appelé l'effet Mars. Une étude qui a été réfutée quelques années plus tard. La probabilité d'avoir du succès grâce à l'influence de Mars étant pour le moins négligeable. La théorie de l'effet Mars n'a pas été enterrée pour autant. Beaucoup de gens ont continué à chercher des preuves, sans pour autant les trouver. Et pourtant, il semblerait que le mois de naissance ait une influence sur notre vie. Cette fois, c'est la médecine qui s'est penchée sur l'affaire. Un être humain n'est pas créé le jour de sa naissance. Dans le ventre de sa mère, le fœtus peut percevoir odeur et saveur dès la 18e semaine. Il entend les sons extérieurs à partir de la 24e semaine. Avant sa naissance, l'enfant est déjà conscient de ce que vit sa mère. Lorsqu'elle mange, les nutriments sont transmis à l'organisme de l'embryon, tout comme les hormones que la mère produit, par exemple en cas de stress. Les saisons ont également une influence sur le bébé. La luminosité, par exemple, n'est pas la même en été qu'en hiver. D'après une étude réalisée par l'Université d'Oxford, les enfants nés en mai ont 20% de vitamine D en moins dans le sang du cordon ombilical que les enfants de novembre. La cause, le manque de soleil des mois d'hiver. Les mères donnant naissance en mai sont moins exposées à la lumière durant leur grossesse et produisent donc moins de vitamine D. Sans cette vitamine, le système immunitaire est affaibli. Sur ce point, les premières semaines de vie sont également décisives. Au cours de cette période, la quantité de lumière calibre l'horloge interne. Les bébés nés en été restent éveillés plus longtemps. C'est du moins le cas chez les souris. Des chercheurs ont découvert que les souris nées en été se calent sur des journées plus longues,
tandis que les souris nées en hiver s'endorment plus tôt. Reste à déterminer si c'est également le cas chez l'humain. Tout aussi inexpliqué à ce jour, le rapport entre le mois de naissance et la durée de vie. L'université de Greifswald a en effet découvert ce phénomène en étudiant 6 millions de dates de décès. Les personnes nées en novembre vivent ainsi 9 mois de moins que celles nées en mai. Il en est de même dans l'hémisphère sud. Mais les saisons étant inversées, le phénomène l'est également. L'environnement de notre lieu de naissance a aussi son influence. Les astrologues ont pu observer son impact il y a des siècles et qui sait, peut-être l'ont-ils intégré dans leurs horoscopes. Même si tous ces horoscopes sont loin de prédire la vérité, ils ont au moins un mérite, apporter du réconfort aux gens qui y croient. Entre nous, ils sont très rigolos à lire. Et de toute façon, je n'y ai jamais cru. Serait-ce le côté typiquement terre-à-terre de la Vierge qui s'exprime? En tout cas, une chose est sûre, les étoiles nous fascinent. Après tout, nous avons devant nous le plus long télescope du monde. Et croyez-moi, nous avons l'intention d'en profiter. À bientôt. Les étoiles nous attendent. Ja.